Le sang perle au poignet de Leila Haddad, tandis que les menottes métalliques s'enfoncent dans sa peau. 3 policiers blancs l'entourent dans le bureau de la sécurité du Grand Panache. « S'il vous plaît, vérifiez ma carte de police », murmure-t-elle. Le brigadier Dubois repousse son sac à main d'un coup de pied. Avec un rictus méprisant, tous les criminels ont de fausses cartes de nos jours. Avant de plonger dans cette histoire choquante. J'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez votre ville dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez déjà été jugé sur votre apparence. Comment réagiriez-vous si quelqu'un refusait de croire à votre identité ? Continuons ce voyage pour voir comment la commissaire Haddad gère cette situation impensable. Leila Haddad avait passé 20 ans à construire sa réputation au sein de la police nationale. À 42 ans, elle était devenue la plus jeune femme commissaire d'origine maghrébine de l'histoire de l'institution. Un parcours marqué par 2 fois plus d'obstacles que ceux rencontrés par ses homologues blancs. Ce samedi matin avait commencé comme n'importe quel autre jour de congé. Le 18e anniversaire de sa fille Inès s'approchait, et Leila voulait trouver le cadeau parfait pour célébrer cette étape importante. Le Grand Panache, sur le boulevard Haussmann, semblait le choix évident avec ses boutiques de luxe et ses sélections exclusives. Malgré sa réputation de temple du shopping, s'adressant principalement à une clientèle blanche et aisée des beaux quartiers, Leila s'était habillée de manière décontractée, un jean de marque, un chemisier simple et quelques bijoux discrets. Ses cheveux naturellement bouclés attachés en un chignon soigné. Elle portait son arme de service dans son sac à main, comme l'exige le règlement pour les officiers hors service, ainsi que sa carte de police et ses pièces d'identité rangées dans une poche intérieure. Dès l'instant où elle a franchi les portes vitrées étincelantes, elle a senti le poids des regards suspicieux. Les sols en marbre opulent et les lustres en cristal du Grand Panache reflétaient la richesse et l'exclusivité. Avec des agents de sécurité discrètement positionnés à des endroits stratégiques dans tout le complexe de 3 étages. Leila a remarqué qu'un agent de sécurité en particulier suivait ses mouvements dès son entrée dans la promenade principale. Pascal Laurent, un homme blanc d'une trentaine d'années aux cheveux coupés courts et à l'air renfrogné en permanence, la suivait de magasin en magasin, en maintenant ce qu'il pensait probablement être une distance discrète. Leila a immédiatement reconnu ce comportement grâce à ses années d'expérience dans les forces de l'ordre. Elle était victime d'un délit de faciès. Au rayon maroquinerie de luxe, elle parcourait la collection de portefeuilles de créateurs, trouvant une magnifique pièce en cuir qui serait parfaite pour Inès. Les vendeuses planaient autour d'elle, inhabituellement proches, échangeant des regards entendus chaque fois qu'elle touchait un article. Pascal Laurent s'était positionné près de l'entrée, son attention fermement fixée sur elle plutôt que sur la douzaine d'autres clients dans le magasin. Leila s'est approchée du comptoir avec sa sélection, présentant sa carte de crédit à la vendeuse qui l'a examinée avec une attention exagérée. « Je vais avoir besoin de voir votre pièce d'identité », a dit l'employé, bien que l'achat soit bien en dessous du seuil de vérification. Leila s'est exécutée sans se plaindre. Ayant vécu ce genre de traitement d'innombrables fois, la transaction s'est terminée sans autre problème, et l'employé a placé le portefeuille dans un sac de shopping distinctif de la marque. Avec des antivols qu'elle a désactivés à la caisse, Leila l'a remercié et s'est tournée pour partir, rayant mentalement cette course de sa liste de choses à faire du week-end. Alors qu'elle franchissait les portiques de sécurité du magasin, une alarme stridente a soudainement percé la musique d'ambiance du centre commercial. En quelques secondes, tout a changé. La même vendeuse qui venait de traiter sa transaction s'est précipitée vers elle. L'accusation dans les yeux, 2 autres employés du magasin sont apparus, lui bloquant le passage, tandis que Pascal Laurent s'approchait par derrière. « Madame, je vais vous demander de revenir dans le magasin », a-t-il dit, sa main se déplaçant instinctivement vers le taser à sa ceinture. « Votre sac a déclenché notre système de sécurité. » Leila est restée calme, des années de formation policière prenaient le dessus. « Il doit y avoir une erreur », a-t-elle dit en ouvrant son sac. « Je viens d'acheter ce portefeuille. » L'employé a désactivé l'antivol juste devant moi. Le cercle grandissant d'employés et d'agents de sécurité a créé un spectacle qui a attiré l'attention des acheteurs voisins, dont beaucoup ont commencé à filmer avec leur téléphone. La vendeuse qui l'avait aidé semblait maintenant incertaine. Mais Pascal Laurent a pris le contrôle de la situation. « Nous avons eu des problèmes avec des gens qui utilisent des appareils pour désactiver les antivols, » a-t-il dit, sa voix assez forte pour que la foule rassemblée puisse l'entendre. « Je vais vous demander de venir avec moi au bureau de la sécurité. » Leila a tendu la main vers son sac. « Laissez-moi vous montrer ma pièce d'identité. Je suis en fait la commissaire Leila Haddad de la police nationale. » Avant qu'elle ne puisse récupérer sa carte, Pascal lui a attrapé le poignet. « S'il vous plaît, ne mettez pas la main dans votre sac. » « Madame. » Sa prise s'est resserrée douloureusement. L'histoire de l'usurpation d'identité de policier. On nous l'a déjà faite. 3 policiers en uniforme du commissariat local sont arrivés avec une rapidité remarquable, suggérant qu'ils étaient déjà dans le centre commercial. Le brigadier Sébastien Dubois, un homme blanc et trapu au teint rougeau, a immédiatement pris les choses en main, sans poser une seule question à Leila. Il s'est tourné vers Pascal. « Quelle est la situation ici ?» Pascal a pointé le sac de Leila.
Elle a déclenché les capteurs de sécurité. Lorsqu'on l'a interpellée, elle a prétendu être une commissaire de police. Probablement pour nous intimider et la laisser partir. Le brigadier Dubois s'est tourné vers Leïla avec une hostilité immédiate. C'est vrai, ça? Vous usurpez l'identité d'un officier maintenant? Leïla a gardé son sang-froid. Bien que son cœur batte la chamade. Je n'usurpe l'identité de personne. Je suis la commissaire Leïla Haddad, du commissariat du 18e arrondissement. Si vous me permettez de vous montrer ma carte, vous pourrez le vérifier d'un simple appel. Le deuxième policier, Lefebvre, un homme plus jeune qui semblait mal à l'aise avec la situation, s'est agité nerveusement. Le troisième officier, Martinez, gardait une expression soigneusement neutre. Tournez-vous et mettez les mains derrière le dos, a ordonné le brigadier Dubois, ignorant complètement son explication. Leïla n'a pas bougé. Brigadier, il y a eu un malentendu. J'ai acheté cet article légalement, et je suis commissaire de police. Tout cela peut être éclairci rapidement si vous me permettez de vous montrer ma carte, au lieu d'écouter. Dubois lui a brutalement saisi le bras, la faisant pivoter et la poussant contre le mur voisin. Outrage et résistance à agent. Voilà de nouvelles charges. Le métal froid des menottes s'est refermé sur ses poignets avec une force inutile. L'humiliation publique était complète alors que le brigadier Dubois la faisait traverser le centre commercial bondé, la paradant devant les regards des acheteurs et les objectifs des smartphones. Leïla a gardé la tête haute malgré la honte brûlante et la colère qui montait en elle. 20 ans de service exemplaire réduits à ce moment de dégradation. Tout ça parce qu'elle avait osé faire du shopping en étant une femme d'origine maghrébine dans un centre commercial de luxe. Le bureau de la sécurité du Grand Panache ressemblait à une petite salle d'interrogatoire de police, avec un éclairage fluorescent cru et des murs sans fenêtres conçus pour intimider. Le brigadier Dubois a poussé Leïla sur une chaise en métal boulonnée au sol, les mains toujours douloureusement menottées dans le dos. Pascal Laurent se tenait dans un coin, les bras croisés avec une satisfaction suffisante, tandis que les deux autres officiers, Lefebvre et Martinez, se positionnaient près de la porte. « Voyons ce qu'on a là », a dit Dubois, vidant le contenu du sac de shopping sur la table. Le portefeuille en est tombé, ainsi que le ticket de caisse, montrant clairement que l'achat avait été effectué quelques minutes plus tôt. Leïla a réessayé. « Brigadier Dubois, si vous vérifiez le ticket, vous verrez que j'ai acheté cet article légalement. Et si vous me permettez de vous montrer ma carte de police, vous découvrirez que je suis la commissaire Leïla Haddad du 18e arrondissement. » Dubois l'a ignoré, examinant plutôt le portefeuille comme s'il cherchait des preuves de manipulation. « Le système de sécurité ne ment pas, » a-t-il marmonné, bien que le reçu contredise clairement sa supposition. « Je veux voir les images de vidéosurveillance, » a exigé Leïla, connaissant ses droits malgré le fait d'être traitée comme une criminelle ordinaire. « Cela montrera clairement que j'ai acheté l'article légalement. » Pascal Laurent s'est agité. Mal à l'aise, le système a parfois des retards dans le téléchargement des images. C'était un mensonge si évident que même l'officier Lefebvre semblait le reconnaître. Ses sourcils se haussant légèrement. Un coup à la porte a interrompu la tension. Madame Giroux, la directrice du magasin, est entrée avec une tablette. C'était une femme blanche et mince d'une 50aine d'années, avec une expression de préoccupation étudiée. « Nous avons vérifié notre inventaire et il nous manque de la marchandise, » a-t-elle annoncé, tout en évitant de croiser le regard de Leïla. « Puis-je vérifier votre sac à main, madame ?» a demandé Dubois avec une politesse feinte, tendant déjà la main vers le sac de créateur posé sur le bord de la table. « Il vous faut un mandat pour ça, » a déclaré fermement Leïla, « ou mon consentement, que je ne donne pas. Ce sac contient mon arme de service et ma carte de police. J'exige que vous appeliez immédiatement le contrôleur général Valérie Morin pour vérifier mon identité. » La mention d'une arme a instantanément changé l'atmosphère. Dubois a arraché le sac et en a vidé brutalement le contenu sur la table. Le portefeuille de Leïla, ses clés, son téléphone, son rouge à lèvres et d'autres objets personnels se sont éparpillés sur la surface. Sa carte de police et sa plaque ont glissé en pleine vue, ainsi que son pistolet de service. « Eh bien, a dit Dubois, ramassant la carte de police et l'examinant avec un scepticisme exagéré. « On dirait qu'on a affaire à une véritable usurpatrice. C'est un délit grave, usurpation de fonction. » Leïla sentait sa pression artérielle monter, mais elle a maintenu son attitude professionnelle. « C'est une carte de commissaire authentique de la police nationale. Comme vous le savez très bien. Appelez le commissariat, appelez le contrôleur général Morin. Tout peut être résolu en 5 minutes. » Dubois a empoché son téléphone quand elle a mentionné d'appeler pour vérification. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, nous avons affaire à un vol potentiel, une usurpation de fonction et un port d'armes illégales. C'est une autre charge. À l'extérieur du bureau de la sécurité, une foule s'était rassemblée, à travers la petite fenêtre de la porte. Leïla pouvait voir des gens filmer avec leur téléphone. L'histoire serait bientôt partout sur les réseaux sociaux, détruisant potentiellement la réputation qu'elle avait mis des décennies à construire. Madame Giroux a pointé l'arme avec alarme. « Elle a apporté une arme dans mon magasin. Est-ce seulement légal ? Pas lorsqu'elle est combinée avec l'intention de commettre un crime ?» a répondu Dubois sans sourciller.
bien qu'ils sachent pertinemment que les policiers hors service étaient autorisés à porter leurs armes. Parmi le personnel de sécurité qui observait depuis l'embrasure de la porte se trouvait Moussa Traoré. Un jeune agent de sécurité noir, de plus en plus troublé par ce qu'il voyait. Son regard a brièvement croisé celui de Leïla, et la reconnaissance s'est lue sur son visage. Il l'avait vu parler lors d'un événement sur la police de proximité dans son université l'année précédente. L'officier Lefebvre s'est éclairci la gorge. Dubois, peut-être qu'on devrait vérifier son identité avant que ça n'aille plus loin. Dubois lui a lancé un regard d'avertissement. Suis le protocole, Lefebvre. On la met en garde à vue d'abord. On réglera les détails au commissariat. Il a resserré les menottes de Leïla d'un cran supplémentaire quand elle a tenté de parler à nouveau, la faisant grimacer alors que le métal s'enfonçait plus profondément dans ses poignets. Je demande une femme officier, a déclaré fermement Leïla, sachant que ses droits étaient systématiquement violés. Le règlement du ministère exige la présence d'une femme officier pour la fouille des suspects. Dubois a ri d'un air dédaigneux. On ne fait pas encore de fouille corporelle. Ça se passera au commissariat. Pour l'instant, on sécurise juste une suspecte potentiellement dangereuse en possession d'une arme à feu et de marchandises volées. La découverte de son arme de service avait donné à Dubois l'excuse parfaite pour faire dégénérer la situation au-delà du raisonnable. Il la traitait maintenant comme une criminelle armée et dangereuse plutôt que comme une femme qui avait simplement acheté un portefeuille. Pascal Laurent a jeté de l'huile sur le feu. Elle agissait de manière suspecte dans tout le centre commercial avant l'incident. Je l'ai observée regardant nerveusement autour d'elle dans plusieurs magasins. C'était une pure invention. Mais cela correspondait au récit qu'ils étaient en train de construire. Leïla a réalisé qu'elle faisait face à un effort coordonné pour justifier son arrestation après coup. Les images de vidéosurveillance qui la disculperaient pourraient commodément disparaître si elle n'agissait pas rapidement. Je veux parler à un avocat, a-t-elle déclaré clairement, et je veux mon appel téléphonique. Dubois a souri. Chaque chose en son temps. Fausse commissaire. D'abord, on doit vous enregistrer au commissariat. Il a appuyé sur le mot « commissaire » avec un sarcasme appuyé. Moussa Traoré s'est éclipsé de la pièce. L'air troublé, Madame Giroux a continué sa performance de préoccupation d'entreprise. Nous prenons le vol très au sérieux chez le Grand Panache. Notre marchandise est exclusive et de grande valeur. Leïla l'a fixé d'un regard constant. Madame Giroux, vous savez que j'ai acheté ce portefeuille légalement. Votre employée a elle-même traité la transaction. Le reçu est juste là sur la table et vos caméras de sécurité confirmeront tout ce que je dis, pendant un bref instant. Madame Giroux a semblé mal à l'aise, mais elle a rapidement retrouvé son masque professionnel. Nos capteurs ont détecté de la marchandise non payée. C'est tout ce que je sais avec certitude. Le brigadier Dubois a appelé un fourgon de police. Une mesure inutile pour une présumée voleuse à l'étalage non violente. Ce qui suggérait davantage qu'il s'agissait d'humiliation plutôt que de procédure régulière. Pendant qu'ils attendaient, les pensées de Leïla se sont tournées vers sa fille Inès, qui devait l'attendre à la maison. Avec son téléphone confisqué et ses droits ignorés, elle n'avait aucun moyen de faire savoir à Inès ce qui se passait. L'injustice de la situation la brûlait de l'intérieur. Mais Leïla a reconnu le jeu dangereux qui se jouait. En tant que femme commissaire de police d'origine maghrébine, elle naviguait quotidiennement entre deux mondes et savait que montrer la moindre colère maintenant ne ferait que renforcer les stéréotypes utilisés contre elle. Elle devait rester calme, même si ses propres collègues la traitaient comme une criminelle sur la base de rien d'autre que son apparence et les préjugés qu'ils avaient apportés à une simple sortie shopping. Le trajet vers le commissariat du 8e arrondissement à l'arrière du fourgon de police semblait surréaliste à Leïla. L'ironie ne lui a pas échappé que c'était le même commissariat qu'elle avait visité des dizaines de fois pour des réunions interservices. Assise dans la salle de conférence du commissaire divisionnaire, discutant des statistiques de la criminalité et des initiatives communautaires avec ses collègues. Maintenant, elle entrait par l'arrière, par l'entrée des gardés à vue, les mains menottées dans le dos, escortée par des officiers qui refusaient de reconnaître son identité. Avez-vous déjà vécu un moment où toute votre réalité semble basculer ? Commentez numéro 1 si vous pensez que les policiers devraient être tenus à des normes plus élevées lors des arrestations. Ou commentez numéro 2 si vous pensez qu'ils ne font que leur travail dans des circonstances difficiles. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où les gens refusaient de croire qui vous êtes vraiment. Les néons de la zone de garde à vue projetaient des ombres dures sur les murs verts institutionnels alors que le brigadier Dubois agrippait fermement le bras de Leïla, la faisant défiler devant les cellules de dégrisement. De jeunes officiers qu'elle n'avait jamais rencontrés personnellement la regardaient passer. Certains avec curiosité, d'autres évitant tout contact visuel, bien qu'ils ne la reconnaissent pas en civil. Plusieurs semblaient sentir que quelque chose n'allait pas dans le fait qu'une femme bien habillée et professionnelle soit traitée comme une criminelle dangereuse. Au bureau d'enregistrement se trouvait le sergent-chef Martin, un homme corpulent aux cheveux gris clairsemés qui n'a même pas daigné lever les yeux de son ordinateur à leur approche. « J'en ai une bonne, Martin », a annoncé Dubois en poussant Leïla en avant. Vol à l'étalage au Grand Panache. Outrage et résistance à agent. Usurpation de fonction et port d'armes non autorisé. Martin a finalement levé les yeux.
son expression blasée alors qu'il attrapait les formulaires de garde à vue. Non ? Point, a-t-il demandé, s'adressant à Leïla directement pour la première fois. Commissaire Leïla Haddad, police nationale, 18e arrondissement, a-t-elle répondu clairement. Je dois parler immédiatement au contrôleur général Valérie Morin. Les yeux de Martin ont vacillé un instant avant de retrouver leur indifférence habituelle. C'est ça, a-t-il dit d'un ton traînant et sarcastique. Et moi, je suis le préfet de police. Il a regardé Dubois. Elle a des papiers ? Dubois a jeté la carte de police et la pièce d'identité de Leïla sur le bureau. Des faux, de très bonne qualité. Cependant, Martin a à peine jeté un coup d'œil aux documents avant de les glisser dans une enveloppe de scellé. Empreinte et photo. Suivant, a-t-il ordonné comme si Leïla n'était pas juste là. J'exige mon appel téléphonique, a déclaré fermement Leïla, et je veux parler au contrôleur général Morin ou à tout officier supérieur de ce commissariat. Martin l'a ignoré. Continuant à remplir les documents. Des antécédents avec celle-là ? Point, a-t-il demandé à Dubois. Le brigadier Dubois a saisi l'occasion pour embellir l'histoire. Agressif sur les lieux, a menacé la sécurité du centre commercial. A prétendu subir des violences policières lorsque nous avons tenté de la maîtriser. Chaque mensonge s'ajoutait au précédent. Construisant un récit pour justifier leur traitement. Elle portait une arme qui ressemble étrangement à notre arme de service standard. A ajouté Dubois, plaçant le pistolet de service de Leïla sur le bureau. Le numéro de série a probablement été limé. Leïla a maintenu son sang-froid avec une difficulté croissante. Cette arme est enregistrée à mon nom en tant que commissaire de police. Le numéro de série correspond au registre du ministère. Un seul appel téléphonique élucidera toute cette situation. Son ton raisonnable semblait irriter davantage Dubois. Gardez ça pour votre comparution au tribunal, a-t-il lancé. Pour l'instant, vous n'êtes qu'une délinquante de plus qui essaie de se sortir d'affaire en parlant. Après avoir été prise en photo, ses empreintes relevées, et traitée comme n'importe quelle autre suspecte, Leïla a été escortée vers une cellule de garde à vue occupée par 3 autres femmes. La lourde porte s'est refermée derrière elle avec un bruit final. Les 3 co-détenues étaient des femmes de couleur. La plus âgée, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux noirs striés d'argent, a légèrement hoché la tête alors que Leïla s'asseyait sur la seule place libre du banc. « Pourquoi êtes-vous ici, ma petite ? Point, a-t-elle demandé doucement. Apparemment, pour délit de faciès en faisant du shopping, a répondu Leïla, son attitude professionnelle se fissurant enfin légèrement. En réalité, je suis commissaire de police. Mais personne ne veut vérifier mon identité. Plutôt que de l'incrédulité, le visage de la femme a montré une reconnaissance lasse. Je m'appelle Loretta, a-t-elle dit. Je connais ça. Ils m'ont embarqué devant la pharmacie parce que je correspondais à la description de quelqu'un qui avait volé du sirop pour la toux. J'ai 72 ans et de l'arthrite. Est-ce que j'ai l'air de pouvoir sortir en courant d'un magasin avec des produits volés ? La plus jeune femme. À peine sortie de l'adolescence. Essuyait ses larmes. Je m'appelle Destiny. Ils ont dit que j'étais en situation d'errance à la gare routière en attendant le bus de minuit. J'avais mon billet et tout. Mais le policier a dit que j'avais l'air suspecte. La 3e femme a simplement secoué la tête. Jasmine. Je conduisais ma propre voiture, qui était apparemment trop belle pour quelqu'un de mon quartier. Ces histoires d'injustice quotidienne étaient bien trop familières à Leïla, à la fois par son expérience personnelle et par son travail visant à réformer les pratiques policières. L'ironie amère de se retrouver victime du système même qu'elle avait consacré sa carrière à améliorer ne lui a pas échappé. À l'extérieur de la zone de garde à vue, une jeune officière nommée Marion Fournier traitait des documents lorsque quelque chose à propos de la nouvelle détenue a attiré son attention. C'était peut-être la manière professionnelle dont cette femme se tenait. Malgré les circonstances humiliantes, ou l'incongruité entre les accusations et l'apparence et le comportement de la détenue. L'officier Fournier a affiché les informations de la garde à vue sur son ordinateur. Étudiant les détails de la photo d'identité judiciaire, le nom Leïla Haddad a fait tilt dans sa mémoire, suite à une récente note de service. D'un coup, elle a ouvert l'annuaire interne du ministère et a cherché les commissaires nommés Haddad. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'une photographie professionnelle est apparue à l'écran. Montrant la commissaire Leïla Haddad en grand uniforme. Son dossier affichait 20 ans de service et de nombreuses distinctions. La photo d'identité judiciaire et la photo officielle du ministère montraient sans aucun doute la même femme. L'officier Fournier a jeté un coup d'œil vers le bureau d'enregistrement où le sergent-chef Martin terminait sa paperasse. Puis vers le couloir où le brigadier Dubois parlait avec ses partenaires. Quelque chose n'allait pas du tout. Son cœur s'est emballé alors qu'elle réfléchissait aux implications. Aider une femme qui pourrait être détenue à tort était la bonne chose à faire. Mais défier des officiers supérieurs pouvait mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence vraiment. Elle était encore gardien de la paix stagiaire, facilement révocable sans motif. Pendant que l'officier Fournier se débattait avec sa conscience, le sergent-chef Martin s'agaçait de plus en plus de son apparente distraction. Fournier, arrêtez de rêvasser et traitez ces formulaires, a-t-il aboyé. Pendant ce temps, le brigadier Dubois était au téléphone avec Pascal Laurent, de la sécurité du centre commercial. Sa voix basse mais urgente. Écoute,
Il nous faut des charges supplémentaires pour que ça tienne. Vérifie encore ton inventaire. Trouve autre chose qui manque et que tu peux lui mettre sur le dos. Il a fait une pause. Écoutant, je me fiche de comment tu fais. Fais-le, c'est tout. Cette femme prétend être commissaire. Bon sang, nous devons nous assurer que cette arrestation est blindée. Ce que le brigadier Dubois ne réalisait pas, c'est que les images de sécurité du centre commercial étaient automatiquement sauvegardées sur un stockage cloud. Une chose dont Moussa Traoré était bien conscient alors qu'il accédait au système à distance depuis son téléphone. Les preuves qui disculperaient Leïla étaient en train d'être préservées alors même que d'autres cherchaient à les enterrer. Pensez-vous que l'officier Fournier devrait risquer sa carrière pour aider la commissaire Haddad? Ou devrait-elle suivre la chaîne de commandement? Commentez numéro 1 si vous croyez qu'elle devrait défendre ce qui est juste. Peu importe le coût. Ou commentez numéro 2 si vous pensez qu'elle devrait protéger sa propre carrière. Et si vous appréciez cette histoire de justice et d'injustice, cliquez sur le bouton « Like » et abonnez-vous pour suivre le combat de la commissaire Haddad à travers le système qui était censé protéger les citoyens. Et non les persécuter. Que faudrait-il pour que la vérité éclate enfin? Et arriverait-elle à temps pour sauver la réputation et la carrière de Leïla? La salle de repos du commissariat bourdonnait d'activités de routine lorsque l'officier Marion Fournier s'est glissé dans la salle de pause vide. Son cœur battant la chamade. Elle avait pris sa décision. Avec des doigts tremblants, elle a composé un numéro qu'elle avait trouvé dans l'annuaire du ministère. Le lieutenant Karim Anouar, du commissariat du 18e arrondissement, a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix sèche et professionnelle. Lieutenant Anouar, j'écoute. Marion a baissé la voix jusqu'à un murmure. Lieutenant, je m'appelle l'officier Marion Fournier, du commissariat du 8e. Je pense qu'il y a eu une grave erreur. Nous avons quelqu'un en garde à vue qui prétend être la commissaire Leïla Haddad de votre circonscription. Un silence a suivi. C'est impossible, a finalement répondu Anouar. La commissaire m'aurait contacté si elle avait des ennuis. Marion a jeté un regard nerveux vers la porte. Monsieur, ses effets personnels ont été confisqués, y compris son téléphone. Elle est en cours de traitement pour vol à l'étalage, usurpation de fonction et port d'armes non autorisé. Mais j'ai vérifié sa photo dans notre base de données. Et c'est bien elle. Le ton d'Anouar s'est durci. Qui est l'officier interpellateur? Sébastien Dubois. Monsieur, il l'a amené il y a environ 1 heure. Du grand panache. Une autre pause. Plus longue cette fois. Dubois, murmura Anouar. La reconnaissance est quelque chose comme du dégoût évident dans sa voix. Envoyez-moi une photo, officier Fournier, tout de suite. Marion a rapidement pris une photo discrète de l'écran de surveillance de la cellule montrant Leïla assise avec les autres détenus et l'a envoyée par SMS au numéro fourni par Anouar. Quelques secondes plus tard, il a juré si fort que Marion a dû éloigner le téléphone de son oreille. C'est elle, c'est la commissaire Haddad. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon sang? Le brigadier Dubois pousse pour des charges supplémentaires. Monsieur, ils la traitent comme une criminelle dangereuse. Ils ont confisqué sa carte de police et son arme de service comme preuve et ont refusé sa demande de contacter le contrôleur général Morin. La voix d'Anouar est devenue d'un calme mortel. Le genre de calme qui précède les tempêtes professionnelles. Officier Fournier, vous avez bien fait. Restez sur place et gardez un œil sur la commissaire Haddad. J'arrive. Et Fournier, faites attention. Si Dubois se rend compte que vous m'avez contacté, il ne sera pas content. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Moussa Traoré était assis dans sa voiture sur le parking du Grand Panache, examinant les images de sécurité qu'il avait téléchargées sur son téléphone. La vidéo montrait clairement Leïla achetant le portefeuille, l'employé désactivant l'antivol, et Leïla passant les portiques de sécurité, qui se sont mystérieusement activés malgré la désactivation correcte. Rien dans les images ne suggérait un vol à l'étalage ou un comportement suspect. Son superviseur avait ordonné à tout le personnel de sécurité de fournir des déclarations écrites soutenant la version de Pascal Laurent. Mais Moussa ne pouvait se résoudre à mentir. Pas à ce sujet, pas quand la vérité était si clairement documentée. Une notification sur son téléphone l'a distrait. Quelqu'un avait posté une vidéo de l'arrestation de Leïla sur les réseaux sociaux. Et elle recueillait déjà des milliers de vues et de commentaires indignés. Le clip montrait Leïla menottée et conduite à travers le centre commercial. Sa dignité intacte malgré les circonstances humiliantes. Dans les commentaires, quelqu'un l'avait identifiée comme étant la commissaire Leïla Haddad du 18e arrondissement et avait tagué sa fille. Inès. Moussa n'a hésité qu'un instant avant d'envoyer un message privé au compte d'Inès. J'ai les images de sécurité qui montrent que votre mère n'a rien fait de mal. Les portiques de sécurité ont mal fonctionné après un achat légitime. Je veux aider. De l'autre côté de la ville, Inès, 18 ans, faisait les 100 pas dans le salon familial. Le téléphone serré dans sa main. Sa mère n'était jamais en retard sans appeler. Et elle n'avait pas répondu aux SMS ou aux appels depuis des heures. Lorsque la notification d'un compte inconnu est apparue, Inès a failli laisser tomber le téléphone sous le choc. Le message contenait un bref extrait des images de sécurité montrant sa mère effectuant clairement un achat. Suivi de l'arrestation inattendue. Qui êtes-vous? A-t-elle immédiatement répondu par SMS. Je travaille à la sécurité du Grand Panache. J'étais là quand c'est arrivé. Votre mère a dit qu'elle était commissaire.
Mais ils n'ont pas voulu l'écouter. J'ai travaillé à des événements où elle a parlé de la police de proximité. Je l'ai reconnu, mais c'est mon superviseur, Pascal, qui a appelé la police. Toute cette histoire est une erreur. Les doigts d'Inès ont volé sur l'écran. Où est-elle maintenant? Ils l'ont emmenée au commissariat du 8e. Je suis désolé que cela arrive. J'ai sauvegardé toutes les images de sécurité avant qu'ils ne puissent les effacer. Inès a immédiatement appelé le commissariat de sa mère. Tombant sur la messagerie vocale du lieutenant Anouar juste au moment où il parlait avec l'officier Fournier. Elle a laissé un message urgent avant d'appeler plusieurs autres officiers qui étaient des amis de la famille depuis des années. La nouvelle a commencé à se répandre rapidement par les canaux non officiels de la police. Au moment où le lieutenant Anouar est entré d'un pas décidé dans le commissariat du 8e. 30 minutes plus tard, l'histoire avait atteint les militants communautaires qui surveillaient les fréquences de la police et les réseaux sociaux pour d'éventuelles violations des droits civiques. Alyssa Washington, directrice du collectif « Justice et Dignité », avait déjà envoyé des volontaires se rassembler devant le commissariat avec des pancartes exigeant justice pour la commissaire Haddad et dénonçant les violences policières. À l'intérieur, le sergent-chef Martin a levé les yeux avec agacement alors que le lieutenant Anouar s'approchait du bureau d'enregistrement. Sa plaque et sa carte de police tendue. « Je suis ici pour voir la commissaire Leïla Haddad », a déclaré fermement Anouar, sa voix portant à travers le bureau. Le brigadier Dubois est sorti de la salle de pause. Une tasse de café à la main. Son expression passant de la confusion à la méfiance en reconnaissant le lieutenant des réunions interservices. « Il n'y a pas de commissaire ici », a répondu Martin d'un air dédaigneux. « Juste une voleuse à l'étalage qui prétend être flic. La garde à vue n'est pas encore terminée de toute façon. Pas de visite autorisée. » L'expression d'Anouar s'est durcie. « Sergent-chef, je suis le lieutenant Karim Anouar du 18e arrondissement. Et je suis ici pour voir mon officier supérieur. La commissaire Leïla Haddad, qui a été détenue à tort. Ce n'est pas une demande. » Martin a jeté un regard incertain vers Dubois. Qui s'est avancé? Lieutenant. Avec tout le respect que je vous dois. Nous traitons une suspecte qui a présenté une fausse carte de police. Si votre commissaire a disparu, vous devriez déposer une plainte en bonne et due forme par les canaux officiels. La confrontation a attiré l'attention de tout le monde dans le bureau. L'officier Fournier observait depuis son poste, tandis que d'autres officiers sentaient la tension monter entre les circonscriptions. Anouar a sorti son téléphone, affichant une photo récente de lui-même avec Leïla lors d'une cérémonie officielle. C'est la commissaire Haddad, la même femme que vous avez actuellement en cellule 3. Êtes-vous en train de suggérer que je ne reconnais pas ma propre supérieure? Brigadier Dubois? Avant que Dubois ne puisse répondre, les portes du commissariat se sont à nouveau ouvertes, laissant entrer une jeune femme visiblement bouleversée accompagnée de 2 officiers en uniforme du 18e arrondissement. Où est ma mère? Point, a exigé Inès Haddad, balayant la pièce du même regard autoritaire que sa mère. Inès a reconnu Anouar d'un signe de tête. Timing parfait. Le visage du brigadier Dubois est devenu rouge. Cette zone est restreinte. Les civils doivent attendre dans le hall. L'un des officiers du 18e. Un vétéran nommé Torres s'est avancé. La fille d'une commissaire de police détenue à tort a tout à fait le droit de connaître le statut de sa mère. L'impasse a été interrompue par une agitation à l'extérieur. À travers les fenêtres, il pouvait voir une foule croissante de manifestants se rassembler. Certains avec des pancartes faites à la hâte sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour la commissaire Haddad » et « Stop aux violences policières ». Des camionnettes de chaînes d'information se garaient. Les journalistes se préparant déjà pour des directs. Le téléphone du sergent-chef Martin a sonné. Il a répondu, a écouté, et son visage a pâli. C'est le contrôleur général Morin, a-t-il dit à personne en particulier avant de bégayer dans le téléphone. Oui, madame le contrôleur général. Oui, nous avons bien quelqu'un en garde à vue qui prétend. Oui, madame, tout de suite, madame. Il a raccroché, la sueur perlant sur son front. Allez chercher la commissaire Haddad en garde à vue. Maintenant. Les officiers assemblés ont échangé des regards alors que l'utilisation de son grade par Martin confirmait ce qu'Anouar disait. Le brigadier Dubois est resté défiant. C'est mon arrestation. Martin, tu ne peux pas juste. La ferme. Dubois, a hurlé Martin. Le contrôleur général de la police nationale vient de m'appeler directement. Tu comprends ce que ça veut dire? Sors-la de là maintenant ou tu rendras ta plaque ce soir. Alors que ce drame se déroulait dans le bureau principal, la capitaine Diallo de l'IGPN, Inspection générale de la police nationale, est entrée discrètement par une porte latérale. Faisant un signe de tête au lieutenant Anouar, elle avait été envoyée par le contrôleur général Morin pour commencer une enquête immédiate. Sa présence signalant le sérieux avec lequel l'institution prenait cet incident. Quelques minutes plus tard, Leïla Haddad est sortie de la zone de garde à vue, toujours menottée, ses vêtements froissés, mais sa dignité intacte. La pièce est devenue silencieuse alors qu'elle inspectait la scène. Voyant sa fille, son lieutenant, la foule grandissante à l'extérieur, et les expressions de plus en plus nerveuses de Dubois et Martin. Maman, s'est précipitée Inès alors qu'un officier enlevait à la hâte les menottes. La mère et la fille se sont étreintes tandis que le lieutenant Anouar s'approchait avec sa carte de police et son arme confisquée.
Commissaire, a-t-il dit simplement, lui rendant ses biens avec un profond respect. Leïla a accepté sa carte, croisant le regard d'Anouar avec une gratitude silencieuse avant de se tourner pour faire face au brigadier Dubois et au sergent-chef Martin. 20 ans d'expérience de commandement rayonnaient de sa posture alors qu'elle se redressait de toute sa hauteur. Messieurs, a-t-elle dit, sa voix stable et claire, je crois que nous avons des sujets sérieux à aborder. La salle de conférence du commissariat du 8e arrondissement s'était transformée d'un espace de réunion neutre en un champ de bataille de tensions et de récits concurrents. La commissaire Leïla Haddad était assise à une extrémité de la longue table. Ayant revêtu un uniforme de rechange apporté par le lieutenant Anouar, ses barrettes de commissaire brillant sous les néons. En face d'elle se trouvait le brigadier Dubois, le sergent-chef Martin et leur supérieur, le commissaire divisionnaire Lemoine, un homme connu pour protéger ses officiers à tout prix. La capitaine Diallo de l'IGPN occupait le terrain du milieu, sa tablette enregistrant les débats, tandis que le contrôleur général Valérie Morin se joignait par visioconférence. Son expression grave sur le grand écran mural. L'atmosphère était électrique, chargée d'hostilités non dites et d'implications menaçant des carrières. À l'extérieur du commissariat, la foule de manifestants avait grossi, leurs slogans pénétrant parfois les murs soi-disant insonorisés. Les camionnettes des chaînes d'information bordaient la rue. Les journalistes spéculant sur la situation sans précédent d'une commissaire arrêtée à tort par des officiers d'une autre circonscription. Les réseaux sociaux explosaient avec des hashtags exigeant justice et responsabilité. La vidéo de l'arrestation de Leïla approchait le million de vues, tandis que Leïla présentait son récit des événements avec une précision professionnelle. Le brigadier Dubois et ses alliés construisaient déjà un récit alternatif. Madame le contrôleur général, commissaire Haddad, a interrompu le commissaire Lemoine après que Leïla eut terminé. Bien que ce malentendu soit regrettable, mes officiers répondaient à un vol signalé, basé sur l'activation du système de sécurité du centre commercial. La commissaire Haddad n'était pas en uniforme, ne s'est pas identifiée immédiatement et est devenue agressive lorsqu'elle a été interrogée. Leïla a gardé son sang-froid face à cette fabrication flagrante. C'est catégoriquement faux. J'ai tenté de m'identifier à plusieurs reprises dès le premier contact. Le brigadier Dubois a refusé de me permettre de présenter mes papiers et a fait escalader la situation inutilement. Dubois s'est penché en avant, son expression d'une indignation vertueuse. Avec tout le respect que je vous dois, la commissaire Haddad semblait en état d'ébriété et belliqueuse sur les lieux. La sécurité du centre commercial a signalé qu'elle agissait de manière suspecte dans tout le centre commercial avant l'incident. Les yeux du contrôleur général Morin se sont rétrécis sur l'écran. En état d'ébriété, c'est la première fois qu'une telle accusation est mentionnée. Brigadier Dubois, ce n'était pas dans votre rapport initial. Je m'apprêtais à ajouter ce détail avant que cette réunion ne soit convoquée. A répondu Dubois sans sourciller. La suspecte, je veux dire, la commissaire Haddad, présentait un discours pâteux et des mouvements instables compatibles avec la consommation d'alcool. La capitaine Diallo a pris une note sur sa tablette alors que Leïla luttait pour maintenir son attitude professionnelle face à de tels mensonges éhontés. Madame le contrôleur général, je n'ai consommé aucune forme d'alcool aujourd'hui. C'est une fabrication créée après coup pour justifier une action policière inappropriée et potentiellement discriminatoire. Le commissaire Lemoine a secoué la tête avec un regret étudié. Malheureusement, sans test d'alcoolémie, cela devient une question de témoignage contradictoire. Peut-être que la commissaire Haddad ne se souvient pas de son comportement en raison de son état second. L'insinuation était claire. Il construisait un récit où Leïla avait bu, était devenue agressive et ne s'était pas clairement identifiée, justifiant ainsi les actions de l'officier et sapant sa crédibilité. Le lieutenant Anouar a failli se lever de sa chaise avant que Leïla ne pose une main sur son bras pour le retenir. Elle comprenait la tactique en jeu, l'ayant vu déployer contre des civils d'innombrables fois au cours de sa carrière. Le système serrait les rangs pour protéger les siens, même au détriment de la vérité et de la justice. Alors que cette réunion progressait, Pascal Laurent, au Grand Panache, convoquait Madame Giroux, la directrice du magasin, dans son bureau. La police a besoin que nous fournissions une déclaration plus solide sur l'incident de vol à l'étalage. A-t-il expliqué, faisant glisser un document préparé sur son bureau. Madame Giroux a parcouru la page, ses sourcils se haussant. Il est écrit ici qu'elle était agressive avec le personnel avant l'alarme de sécurité et qu'elle semblait dissimuler de la marchandise. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Pascal. L'expression de Pascal s'est durcie. C'est ce qui doit s'être passé si nous voulons éviter un procès contre le centre commercial. Si cette femme est vraiment une commissaire de police, elle pourrait nous détruire avec une plainte pour discrimination, à moins que nous ne soutenions la version de l'officier interpellateur. Madame Giroux a hésité. Sa conscience luttant avec ses 20 ans de carrière dans la gestion de vente au détail. Je pourrais perdre mon emploi si je ne signe pas, n'est-ce pas? Pascal n'a pas pris la peine de le nier. Les propriétaires du centre commercial veulent que cette affaire soit réglée. Patricia, nous devons tous être sur la même longueur d'onde, avec une réticence évidente dans chaque mouvement. Madame Giroux a signé la déclaration, ajoutant son nom à la constellation grandissante de mensonges entourant l'incident.
Pendant ce temps, Moussa Traoré découvrait les conséquences de la préservation des preuves. Son superviseur l'a appelé dans le bureau de la sécurité où le directeur des opérations du centre commercial l'attendait avec une lettre de licenciement. Accès non autorisé au système de sécurité et violation des politiques de confidentialité. Indiquait le document dans un langage d'entreprise froid. Votre contrat de travail est résilié avec effet immédiat. Moussa a gardé sa dignité en rendant son badge de sécurité. C'est à cause de l'incident de la commissaire Haddad, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas voulu mentir sur ce qui s'est passé. Le directeur des opérations n'a pas pris la peine de faire semblant. Vous avez accédé et extrait des images de sécurité confidentielles sans autorisation et avez contacté un civil avec des informations de l'entreprise. C'est un motif de licenciement immédiat. Quelles que soient les circonstances, Moussa a quitté le centre commercial. Sachant que sa carrière dans la sécurité était probablement terminée. Mais les images sécurisées sur son téléphone pourraient être la clé de la justice pour la commissaire Haddad. Il s'est rendu directement au siège du collectif Justice et Dignité pour rencontrer Alice à Washington et fournir ses preuves. De l'autre côté de la ville, le lieutenant Anwar se heurtait à des obstacles à chaque tournant alors qu'il tentait de documenter formellement l'arrestation abusive de Leïla. Des obstacles administratifs apparaissaient mystérieusement. Des documents étaient égarés, et des officiers supérieurs qui l'auraient normalement aidé devenaient soudainement indisponibles. Le mur du silence bleu fonctionnait à plein régime, protégeant le brigadier Dubois malgré sa faute professionnelle évidente. Même la capitaine Diallo de l'IGPN a rencontré de la résistance. Les officiers qui avaient été témoins de partie de l'incident ne se souvenaient soudainement plus des détails ou prétendaient avoir été ailleurs à ce moment-là. La fine ligne bleue qui protégeait normalement les officiers des critiques externes était maintenant utilisée pour obstruer les enquêtes internes officielles. La couverture médiatique locale reflétait les récits concurrents, avec des titres allant de « Une commissaire de police arrêtée à tort dans un incident de profilage racial » au plus ambigu « Une policière hors service interpellée suite à un malentendu de sécurité dans un grand magasin ». Et le mensonge pro-police, une commissaire de police arrêtée pour vol et outrage présumé. Le service de communication de la préfecture de police a publié une déclaration soigneusement formulée qui reconnaissait une enquête interne en cours. Sans confirmer ni nier aucune faute de la part des officiers interpellateurs. Dans son lycée, Inès Haddad faisait face aux retombées douloureuses de l'humiliation publique de sa mère. Ses camarades de classe partageaient des clips vidéo de l'arrestation, certains exprimant leur soutien, mais d'autres chuchotant et riant dans son dos. J'ai entendu dire que ta mère était saoule au centre commercial et qu'elle a sorti la carte « Vous savez qui je suis ?» a dit une fille à voix haute à la cafétéria, suscitant des ricanements de ses amis. Inès a gardé son sang-froid, ayant appris cette compétence en regardant sa mère naviguer dans une carrière au sein d'un système qui semblait souvent conçu pour briser son esprit. Quand elle a vérifié son téléphone entre les cours, elle a trouvé des dizaines de messages de journalistes cherchant des commentaires et des interviews. De retour au commissariat, l'officier Fournier s'est retrouvé réaffecté du bureau d'enregistrement à la gestion des archives au sous-sol. Une punition claire pour son rôle dans l'alerte au lieutenant Anwar. Le message était sans équivoque. Soutenez la commissaire Haddad et regardez vos opportunités de carrière s'évanouir. Pour le contrôleur général Morin, la situation présentait un champ de mine politique. Bien qu'elle crût personnellement la commissaire Haddad, la soutenir publiquement signifiait potentiellement s'aliéner la moitié de l'institution et créer un fossé entre les circonscriptions. Les syndicats de police commençaient déjà à protester contre les jugements hâtifs et la remise en cause du pouvoir discrétionnaire des officiers sur le terrain. Condamner publiquement les actions du brigadier Dubois pourrait déclencher une crise de morale à l'échelle de la police pendant une année électorale où le ministre de l'Intérieur était particulièrement sensible aux questions de sécurité publique. Le bureau du procureur, pris au milieu de la controverse, n'a ni classé l'affaire contre Leïla ni engagé de poursuite. Au lieu de cela, il a placé le dossier dans un vide administratif en attendant une enquête plus approfondie. Cela laissait les accusations officiellement inscrites. Une ombre sur la carrière autrement impeccable de Leïla. Ce soir-là, à la maison, Leïla était assise seule dans son salon après avoir envoyé Inès chez sa grand-mère pour la protéger du harcèlement médiatique. 20 ans de service dévoué, d'innombrables distinctions et un travail de pionnier dans la police de proximité. Tout cela potentiellement détruit parce qu'elle avait décidé d'acheter un cadeau d'anniversaire pour sa fille. En étant une femme d'origine maghrébine, le poids de l'injustice pesait sur sa poitrine comme une force physique alors qu'elle faisait face à la réalité amère que même son poste de commissaire ne l'avait pas protégée du racisme systémique ancré dans l'institution qu'elle avait fidèlement servie pendant 2 décennies. Son téléphone a sonné, affichant le numéro du lieutenant Anwar. Ils sont en train de l'enterrer. Leïla, a-t-il dit sans préambule. Le moine fait jouer ses relations dans toute l'institution. Le dossier disciplinaire de Dubois a été restreint à un accès de haut niveau. Mais le bruit court qu'il a eu des plaintes similaires auparavant. Toujours classées sans suite. Toujours enterrée, Leïla n'était pas surprise, juste déçue. Et l'officier Fournier, relégué au local des archives, ils envoient un message à quiconque pourrait vous soutenir. Leïla a pris une décision à ce moment-là.
Le système qu'elle avait essayé de réformer de l'intérieur avait échoué. Non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui croyaient en une justice égale. Si le changement ne pouvait pas venir de l'intérieur de l'institution, peut-être devait-il être forcé de l'extérieur. Karim, contacte maître Sophie Ben Ali au Centre pour les libertés civiles. Il est temps de passer au niveau supérieur. La ligne est restée silencieuse un instant avant qu'Anwar ne réponde. Comprenant les implications sismiques d'une commissaire de police déposant une plainte pour violation des droits civiques contre sa propre institution. Tu es sûr ? Il n'y a pas de retour en arrière possible après ça. Leïla a pensé à sa fille, à Moussa Traoré perdant son emploi pour avoir fait ce qui était juste. À l'officier Fournier puni pour avoir dit la vérité. Aux femmes qui partageaient sa cellule avec des histoires si semblables à la sienne. J'en suis sûr, le système ne change que lorsqu'il y est forcé. Il est temps de leur forcer la main. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du bureau d'angle de maître Sophie Ben Ali au Centre pour les libertés civiles. Alors qu'elle examinait les images de sécurité fournies par Moussa Traoré, l'éminente avocate des droits civiques avait représenté des dizaines de victimes de fautes policières au cours de ses 15 ans de carrière. Mais jamais une affaire impliquant une commissaire de police comme plaignante. Les images montraient clairement Leïla effectuant un achat légitime, l'antivol étant désactivé par l'employé, et l'arrestation subséquente qui a eu lieu malgré les tentatives visibles de Leïla d'expliquer la situation. C'est une preuve accablante, commissaire Haddad, a dit Sophie, mettant la vidéo en pause. Combiné à votre dossier de service et aux incohérences dans les déclarations de l'officier interpellateur. Nous avons les bases d'un dossier solide. Leïla a hoché la tête, son expression déterminée plutôt que victorieuse. Quelle est notre prochaine étape ? Sophie a tapoté son stylo contre son bloc-notes. Pensive, nous rassemblons plus de preuves. Des témoignages, des dossiers du ministère, des enregistrements de caméras piétons s'il existe. Nous devons établir un schéma de comportement chez le brigadier Dubois et potentiellement dans tout le commissariat. Il ne s'agit pas seulement de votre arrestation abusive. Il s'agit de dénoncer des problèmes systémiques. Commencez-vous à voir comment un seul incident peut révéler des problèmes plus profonds dans nos systèmes ? Commentez numéro 1 si vous pensez que ce genre d'affaires pourrait mener à un changement significatif. Ou numéro 2 si vous pensez que le système est trop enraciné pour être réformé. Si vous trouvez cette histoire d'injustice et de lutte pour la responsabilité éclairante. Veuillez cliquer sur le bouton « Like » et vous abonner pour soutenir d'autres histoires qui exposent la vérité sur ces questions importantes. Moussa Traoré, assis à côté de Leïla, a pris la parole. J'ai été en contact avec d'autres membres du personnel de sécurité du Grand Panache. Au moins 2 sont prêts à témoigner que Pascal Laurent ciblait spécifiquement les clients noirs et maghrébins pour une surveillance supplémentaire. Sophie a pris des notes pendant que Moussa continuait. Il y a aussi un schéma de capteur de sécurité s'activant mystérieusement pour les clients de couleur. Même après une désactivation correcte des antivols, certains d'entre nous soupçonnaient que le système était manipulé, mais nous n'avons jamais pu le prouver. De l'autre côté de la ville, le lieutenant Anwar compilait ses propres preuves. Avec 20 ans dans l'institution, il avait des relations dans tout le système que même le commissaire divisionnaire Lemoine ne pouvait pas entièrement bloquer. Il a soigneusement rassemblé le dossier de service de Leïla, ses distinctions et ses réalisations en matière de police de proximité, créant un portrait complet d'une officier exemplaire dont le caractère contrastait vivement avec l'image que le brigadier Dubois avait tenté de peindre. Pendant ce temps, Inès Haddad avait lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui gagnait une traction remarquable. Le hashtag #justice pour Leïla Haddad avait été partagé des milliers de fois. Des gens de tout le pays racontant des expériences similaires de profilage racial et de mauvais traitement. Les publications sincères d'Inès sur le dévouement de sa mère à une police équitable ont résonné auprès d'un public de plus en plus préoccupé par l'équité dans les forces de l'ordre. Ma mère a passé 20 ans à essayer d'améliorer la police pour tout le monde. A-t-elle écrit dans un message partagé plus de 10 000 fois. Voilà comment le système l'a remerciée. La campagne a attiré l'attention des organisations nationales de défense des droits civiques et des médias, apportant un examen supplémentaire à ce qui aurait pu être rejeté comme un simple malentendu local. Au commissariat du 8e arrondissement, l'officier Marion Fournier faisait face à une décision critique alors qu'elle était assise seule dans la salle des archives. Entourée de boîtes de dossiers poussiéreuses, sa carrière était effectivement déraillée pour avoir fait ce qui était juste. Malgré les conséquences qu'elle avait déjà subies, Fournier envisageait une action encore plus risquée. Elle avait documenté de nombreuses violations de procédure lors de l'arrestation et du traitement de la commissaire Haddad. Du refus d'appel téléphonique à l'incapacité d'enquêter correctement sur ses affirmations d'identité. Ces notes, si elles étaient fournies à l'IGPN, pourraient étayer davantage le dossier de la commissaire, mais mettraient probablement fin de manière permanente à la carrière de Fournier dans la police. La jeune officier a pensé à la raison pour laquelle elle avait rejoint les forces de l'ordre en premier lieu, pour protéger les gens et faire respecter la justice. Pas pour participer ou permettre la discrimination. Avec une détermination résolue, elle a copié ses notes détaillées et s'est préparée à les soumettre à la capitaine Diallo de l'IGPN. Pendant que l'officier Fournier prenait sa décision courageuse,
La capitaine Diallo découvrait des schémas troublants dans le dossier de service du brigadier Dubois. Bien que de nombreuses plaintes aient été enterrées ou classées sans suite, Diallo avait l'autorité et la détermination de creuser plus profondément. Elle a découvert une anomalie statistique. Le dossier d'arrestation de Dubois montrait que les individus noirs et maghrébins étaient 4 fois plus susceptibles d'être accusés d'outrage ou de résistance à agent que les individus blancs dans des circonstances par ailleurs similaires. Plus troublant encore, sa caméra piéton avait l'habitude de mal fonctionner lors d'arrestations controversées, y compris lors de la détention de la commissaire Haddad. Diallo soupçonnait qu'elle ne fonctionnait pas mal du tout, mais qu'elle était délibérément désactivée. Ce schéma s'étendait au-delà de Dubois à plusieurs officiers du même commissariat, suggérant une culture de faute professionnelle plutôt que des incidents isolés. Chez le Grand Panache, une jeune vendeuse nommée Chloé, la fille de Madame Giroux, luttait avec sa conscience. Elle travaillait à la caisse lors de l'achat de la commissaire Haddad et savait sans l'ombre d'un doute que l'antivol avait été correctement désactivé. Quand l'alarme a sonné malgré tout, elle avait été confuse mais trop intimidée par Pascal Laurent pour parler. Maintenant, ayant vu la couverture médiatique et reconnaissant le visage de la commissaire Haddad, elle comprenait la gravité de son silence, malgré les avertissements de sa mère sur le fait de mettre en péril leurs emplois. Chloé a contacté maître Sophie Ben Ali pour fournir une déclaration sous serment sur ce dont elle avait été témoin. Ces fils de preuves distincts ont commencé à s'entremêler pour former une contestation complète du récit officiel. Les images de sécurité du centre commercial, les témoignages, les schémas statistiques, les violations de procédures et les antécédents d'incidents similaires du brigadier Dubois ont créé un dossier convaincant non seulement d'une seule arrestation abusive, mais de discrimination systématique et de faute professionnelle institutionnelle. Maître Sophie Ben Ali a préparé des requêtes en urgence pour le classement sans suite formelle de toutes les charges contre la commissaire Haddad et le début d'une enquête indépendante sur le commissariat du 8e arrondissement. Les preuves s'accumulaient si rapidement que même le contrôleur général Morin ne pouvait plus maintenir une neutralité politique. Elle a convoqué une réunion privée avec le ministre de l'Intérieur, le procureur de la République et le préfet de police pour discuter de la réponse de l'institution à ce qui devenait rapidement une crise de relations publiques. Les preuves soutiennent la version des faits de la commissaire Haddad, a-t-elle déclaré sans ambages, faisant glisser un dossier sur la table de conférence. Si nous combattons cela, nous perdrons au tribunal, et dans le tribunal de l'opinion publique. Pire, nous mériterons de perdre. Le ministre a froncé les sourcils, préoccupé principalement par les perspectives électorales. Que recommandez-vous ? Une enquête indépendante complète du commissariat du 8e, en commençant par le brigadier Dubois, mais pouvant s'étendre à mesure que les preuves le justifient. Le classement immédiat de toutes les charges contre la commissaire Haddad avec des excuses publiques. Et des changements de politique proactifs pour traiter les problèmes que cet incident a exposés. Pendant que ces discussions de haut niveau avaient lieu, Moussa Traoré a reçu un appel inattendu d'un ancien collègue du Grand Panache. Pascal panique, a chuchoté l'agent de sécurité. Il supprime des images et modifie des registres. Mais il ne connaît pas les sauvegardes sur le cloud ou le fait que certains d'entre nous documentent son comportement depuis des mois. Cette preuve supplémentaire a été immédiatement transmise à maître Sophie Ben Ali, renforçant encore leur dossier. La preuve la plus accablante est venue d'une source improbable. 2 anciens partenaires du brigadier Dubois, travaillant maintenant dans des circonscriptions différentes, se sont manifestés avec des récits détaillés de ses pratiques discriminatoires et des cas spécifiques où il avait ciblé des individus de couleur sans motif. Un officier, maintenant sergent dans un commissariat de banlieue, a fourni des messages textes dans lesquels Dubois exprimait ouvertement des opinions racistes et se vantait de manipuler des preuves pour obtenir des condamnations contre des suspects issus de minorités. Alors que les journalistes locaux commençaient à enquêter sur des cas similaires de profilage racial au Grand Panache, ils ont découvert un schéma troublant. Le centre commercial avait réglé plusieurs procès pour discrimination à l'amiable avec des accords de confidentialité empêchant les victimes de parler publiquement. Un analyste de données examinant les archives publiques a découvert que plus de 80% des interpellations pour vol à l'étalage au centre commercial concernaient des personnes de couleur. Bien que la communauté environnante soit majoritairement blanche. À la fin de la semaine, les preuves soutenant la commissaire Haddad étaient passées d'une seule vidéo de sécurité à une documentation complète de discrimination systématique s'étendant à travers le commissariat du 8e et le Grand Panache. Ce qui avait commencé comme l'expérience humiliante d'une femme était devenu le révélateur de problèmes profondément enracinés qui affectaient d'innombrables individus. La question restait de savoir si cette preuve accablante serait suffisante pour surmonter la résistance aux changements bien ancrés dans le système. Combien d'histoires comme celle de la commissaire Haddad restent méconnues parce que les victimes n'ont pas ces ressources ? Ses qualifications et ses relations ? Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, déjà été victime de profilage racial lors de vos achats ou lors de rencontres avec les autorités ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si cette histoire résonne avec vos expériences ou vos préoccupations, veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton « Like » pour aider à mettre en lumière ces questions importantes.
Les preuves accumulées seront-elles suffisantes non seulement pour blanchir le nom de la commissaire Haddad, mais pour créer un changement durable dans un système qui a longtemps résisté à la reddition de comptes? L'architecture imposante du palais de justice se dressait comme un monument à la justice. Ses colonnes classiques et ses larges marches projetant la stabilité et l'équité. Pourtant, alors que Leïla Haddad gravissait ses marches pour son audience préliminaire après 48 heures de manœuvres juridiques, elle savait que la réalité était souvent loin de l'idéal. Derrière elle marchait maître Sophie Ben Ali, sa mallette contenant leurs preuves substantielles, et le lieutenant Anouar, dont le soutien indéfectible avait mis sa propre carrière en péril. Les caméras de télévision ont capturé leur ascension. L'image d'une commissaire de police en uniforme entrant au tribunal en tant que plaignante plutôt que témoin, créant des visuels puissants qui domineraient les journaux télévisés du soir. Dans la salle d'audience 3, la juge Deschamps, une vétéran du siège avec 25 ans d'expérience, connue pour son approche sans concession, a examiné la salle inhabituellement bondée avec des sourcils levés. Le côté droit était rempli d'officiers du 18e arrondissement venus soutenir leur commissaire, tandis que le gauche contenait un mélange de militants communautaires, de journalistes et de citoyens concernés. Au premier rang était assise Inès Haddad, flanquée de sa famille et de ses amis, son expression un mélange d'anxiété et de fierté féroce. Le brigadier Dubois et le sergent-chef Martin occupaient la table des mis en cause avec le commissaire divisionnaire Lemoine et le conseiller juridique de la préfecture. Un contraste frappant avec la chaise unique normalement prévue pour les prévenus. Il ne s'agissait plus simplement d'éventuelles accusations de vol à l'étalage, qui avaient été maintenues malgré les preuves, mais cela s'était étendu à une audience sur les droits civiques basée sur les requêtes d'urgence de maître Sophie Ben Ali. La juge Deschamps a frappé une fois de son marteau, ramenant immédiatement le silence dans la salle. C'est une procédure inhabituelle, a-t-elle commencé, sa voix portant l'autorité développée au fil de décennies sur le banc. Nous avons des charges pénales contre la commissaire Leïla Haddad que le procureur n'a ni poursuivies vigoureusement ni classées. Nous avons des allégations civiles contre des membres des forces de l'ordre. Et nous avons des preuves qui ont été soumises en dehors des canaux normaux en raison d'allégations d'obstruction. Mettons un peu d'ordre dans cette situation. Elle a tourné son regard pénétrant vers le représentant du procureur. Monsieur le substitut, quel est le statut des plaintes pénales contre la commissaire Haddad? Le jeune substitut du procureur s'est levé, visiblement mal à l'aise. Madame la juge, après examen des preuves, le parquet a décidé de retirer toutes les charges contre la commissaire Haddad avec effet immédiat. Un murmure a parcouru la salle d'audience alors que la juge Deschamps hochait la tête. Voilà une affaire de réglée. Maintenant, concernant la plainte civile déposée par la commissaire Haddad contre le brigadier Dubois, le sergent-chef Martin, Pascal Laurent et le grand panache. J'ai examiné les preuves préliminaires et je trouve qu'il y a suffisamment de motifs pour une audience complète. Le commissaire divisionnaire Lemoine s'est penché en avant, chuchotant de manière urgente à l'avocat de la préfecture qui s'est levé. Madame la juge, nous pensons que cette affaire serait mieux traitée par des procédures disciplinaires internes plutôt qu'en audience publique. Il y a des questions sensibles relatives aux opérations de police qui ne devraient pas être soumises à l'examen public. L'expression de la juge Deschamps s'est durcie. Maître, lorsque ces questions sensibles incluent potentiellement des violations des droits civiques d'un citoyen, l'examen public est précisément ce qui est requis. Cette audience va se poursuivre. Ce qui a suivi a été 3 heures de présentation méthodique des preuves. Maître Sophie Ben Ali a montré les images de sécurité montrant l'achat légitime de Leïla et l'activation mystérieuse des capteurs de sécurité. Moussa Traoré a témoigné de l'historique de Pascal Laurent en matière de ciblage des clients de couleur et de la pression pour falsifier les déclarations après l'incident. L'officier Fournier, ayant soumis sa documentation détaillée des violations de procédure à l'IGPN, a maintenant témoigné en audience publique malgré le suicide professionnel que cela représentait. Les preuves statistiques des arrestations disproportionnées de personnes de couleur par le brigadier Dubois ont été versées au dossier, ainsi que les témoignages de ses anciens partenaires sur des cas spécifiques de mauvaise conduite. Tout au long des débats, l'expression du brigadier Dubois est passée d'un mépris confiant à une alarme croissante alors que le poids des preuves s'accumulait au-delà de ce qu'il avait prévu. Lorsque Madame Giroux est venue à la barre, le point de rupture est finalement arrivé. Sous les questions de la juge Deschamps elle-même, la façade professionnelle soigneusement construite de la directrice du magasin s'est fissurée. Oui, j'ai signé une déclaration qui n'était pas exacte, a-t-elle admis, les larmes montant à ses yeux. Pascal a dit que je perdrais mon emploi si je ne soutenais pas la version de la police. Le système de sécurité fonctionnait mal depuis des semaines, principalement avec les clients noirs et maghrébins. Mais la direction ne voulait pas approuver le budget pour le réparer. Elle s'est tournée vers Leïla. La commissaire Haddad a payé ce portefeuille. J'ai vu la transaction. L'antivol a été correctement désactivé. Il n'y a pas eu de vol. La salle d'audience a éclaté en murmures tandis que la juge Deschamps frappait de son marteau. Silence, a-t-elle ordonné avant de fixer le brigadier Dubois d'un regard d'acier. Brigadier Dubois, à la lumière de ce témoignage et des preuves présentées, je renvoie cette affaire au procureur de la République pour examen d'éventuelles poursuites pénales.
y compris pour arrestation arbitraire, faux en écriture publique et violation des droits civiques. Elle s'est tournée vers le commissaire divisionnaire Lemoine. Et je recommande une enquête indépendante sur les pratiques de commandement au commissariat du 8e arrondissement qui ont permis à ces violations de se produire et qui ont initialement tenté de les dissimuler. Le visage de Lemoine est devenu rouge. La juge a continué, commissaire Haddad. Bien que les charges pénales contre vous aient été classées, les dommages à votre réputation et la violation de vos droits sont des questions que ce tribunal prend extrêmement au sérieux. Votre action civile peut se poursuivre avec mon plein soutien pour une instruction accélérée. Le marteau est tombé avec finalité. Et Leïla a senti un poids se soulever de ses épaules, même si elle reconnaissait les batailles encore à venir. À l'extérieur du palais de justice, un cirque médiatique les attendait. Les journalistes ont tendu des microphones vers Leïla alors qu'elle sortait, portant toujours le même uniforme qu'elle avait mis 2 jours plus tôt avant que ce cauchemar ne commence. Commissaire Haddad, que ressentez-vous d'être innocenté? Continuerez-vous à servir dans la police après ce traitement? Pensez-vous que cette affaire représente un racisme systémique dans la police? Plutôt que d'esquiver ces questions, Leïla s'est avancée vers la conférence de presse impromptue. Le lieutenant à noir et maître Sophie Ben Ali la flanquant de manière protectrice. Ce qui m'est arrivé n'est pas unique, a-t-elle commencé, sa voix stable et claire. Le seul aspect inhabituel est que j'avais les ressources, les connaissances et la position pour me défendre efficacement. Chaque jour, des hommes et des femmes de couleur subissent un traitement similaire sans plaque ni équipe d'avocats pour les protéger. Elle a fait une pause, rassemblant ses pensées avant de continuer. J'ai consacré 20 ans à améliorer la police de l'intérieur, croyant que le changement vient d'un effort persistant au sein du système. Cette expérience a été un rappel douloureux que le système résiste encore à ce changement de toutes ses fibres. Mais je n'abandonnerai pas, ce combat est plus grand que mon cas individuel. Alors que Leïla prononçait ces mots puissants, le brigadier Dubois tenait un contre-briefing impromptu avec des partisans, tentant de limiter les dégâts à sa réputation. La commissaire Haddad joue la carte raciale, a-t-il dit à un plus petit groupe de journalistes. C'était une enquête légitime basée sur les systèmes de sécurité du magasin. Pas sur la race. Elle utilise sa position pour intimider des officiers qui ne faisaient que leur travail. Peu semblaient convaincus par son récit de plus en plus désespéré. De retour à la préfecture de police, le contrôleur général Morin a convoqué une réunion d'urgence de l'état-major. L'institution était clairement divisée, certains commissaires et lieutenants défendant l'ancienne manière de faire de la police tandis que d'autres reconnaissaient le besoin de responsabilité et de réforme. Ça s'arrête maintenant, a déclaré fermement Morin, faisant taire le débat. La commissaire Haddad a été détenue à tort, puis forcée de se battre pour la justice au sein de sa propre institution. C'est inacceptable. Nous coopérerons pleinement avec l'enquête indépendante et toute personne reconnue coupable de faute professionnelle fera face aux conséquences appropriées. Devant le Grand Panache, des manifestants se sont rassemblés avec des pancartes condamnant le profilage racial dans le commerce de détail. Une pratique si courante qu'elle avait généré sa propre terminologie, le délit de faciès. Les dirigeants du centre commercial ont tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration. Préoccupés à la fois par le procès et par l'impact dévastateur de l'incident sur les relations publiques. Ce soir-là, Leïla est enfin rentrée chez elle pour des retrouvailles émouvantes avec Inès. « Je suis si fière de toi, maman », a dit Inès en la serrant fort dans ses bras. « Tu ne t'es pas seulement battue pour toi. Tu te bats pour tout le monde. » Leïla a tenu sa fille près d'elle, se souvenant soudain du cadeau d'anniversaire qui avait déclenché toute cette épreuve. Le portefeuille, toujours conservé comme preuve quelque part dans les scellés de la police. « Je t'achèterai un autre cadeau d'anniversaire », a-t-elle dit avec un petit sourire. Un avec moins de drame attaché. Mais alors qu'elle s'installait chez elle, Leïla pensait déjà au-delà de sa réhabilitation personnelle. Le système avait révélé ses failles de manière dramatique. De la faute professionnelle flagrante du brigadier Dubois aux tentatives de dissimulation du commissaire divisionnaire Lemoine. En passant par la résistance institutionnelle à la reddition de comptes à tous les niveaux. Ces 20 années de travail pour le changement de l'intérieur avaient abouti à ce moment de clarté. La compréhension que la vraie réforme nécessiterait à la fois des champions internes et une pression externe. Demain apporterait de nouveaux défis. La politique institutionnelle, les procédures judiciaires et le travail difficile de reconstruction de la confiance. Mais ce soir avait apporté quelque chose de précieux. La connaissance que, poussée à son point de rupture, la justice pouvait encore prévaloir. Surtout lorsque suffisamment d'individus courageux se dressaient ensemble contre des torts bien ancrés. Le système avait révélé à la fois ses pires aspects et sa capacité de correction. Et dans cette réalité complexe se trouvait le chemin à suivre. La grande salle du centre communautaire bourdonnait de voix alors que les gens continuaient d'arriver. Remplissant les sièges et longeant les murs. Ce qui avait été prévu comme une petite réunion de stratégie s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand à mesure que le mot s'était répandu à travers les réseaux communautaires. Des leaders des droits civiques étaient assis aux côtés de pasteurs, d'organisateurs de quartiers, d'avocats et de dizaines de citoyens ordinaires qui avaient vécu des mauvais traitements similaires. À la table d'honneur se trouvait Leïla Haddad.
toujours en uniforme bien qu'en congé administratif. Flanqué de maître Sophie Benali, du lieutenant Anwar et d'Alyssa Washington du collectif Justice et Dignité. Nous devons décider comment avancer. A commencé Sophie une fois que la salle s'est calmée. Les charges pénales contre la commissaire Haddad ont été classées. Mais ce n'est que le début. Nous avons des options pour l'affaire civile. Allant de la poursuite de dommages et intérêts maximaux contre les officiers individuels et l'institution à la concentration sur des réformes systémiques. Leïla s'est penchée en avant. Sa décision déjà prise. Il ne peut pas s'agir uniquement de moi recevant une compensation financière. Cela ne change rien au système. Nous devons pousser pour un changement structurel. De nouvelles politiques, des exigences de formation et des mécanismes de responsabilité qui empêcheront que cela n'arrive à d'autres. Ces mots ont été accueillis par des hochements de tête approbateurs de la plupart des personnes assemblées. Je déposerai une plainte formelle nommant le brigadier Dubois, le sergent-chef Martin, le commissaire divisionnaire Lemoine, Pascal Laurent, et à la fois la préfecture de police et le Grand Panache comme défendeurs. Mais le but n'est pas principalement les dommages financiers. C'est un levier pour le changement. De l'autre côté de la ville, au commissariat du 8e arrondissement, l'atmosphère était tendue alors que le brigadier Dubois vidait son casier. L'administration l'avait mis en suspension administrative en attendant l'enquête. Bien que, chose notable, avec maintien de salaire. Un fait qui avait généré des critiques publiques supplémentaires. Ses collègues maintenaient une distance prudente, ne voulant pas être associés à lui maintenant que ses actions avaient attiré une attention non désirée sur tout le commissariat. C'est politique, marmonnait-il aux quelques-uns qui voulaient encore l'écouter. Il me jette sous le bus pour apaiser les militants. N'importe lequel d'entre vous aurait fait la même chose avec cette voleuse à l'étalage. Ces tentatives de susciter la sympathie trouvèrent peu d'oreilles réceptives. Car même les officiers qui auraient pu partager en privé ces préjugés reconnaissaient l'erreur tactique de les vocaliser dans les circonstances actuelles. L'enquêtrice de l'IGPN, la capitaine Diallo, avait étendu son enquête au-delà de l'incident initial, examinant des années de dossiers de plainte, de statistiques d'arrestation et d'images de caméras piétons. Elle a découvert un schéma troublant non seulement chez le brigadier Dubois, mais dans tout le commissariat du 8e. Une culture qui tolérait et encourageait parfois les pratiques discriminatoires sous la direction du commissaire divisionnaire Lemoine. Lors des entretiens avec les officiers, Diallo a rencontré le mur du silence bleu attendu, mais aussi quelque chose d'inattendu. Des jeunes officiers et quelques vétérans soulagés que des problèmes de longue date soient enfin abordés. La réponse de l'institution est restée divisée. Certains officiers, en particulier ceux ayant des antécédents similaires à ceux de Dubois, ont serré les rangs et ont rejeté l'incident comme une réaction excessive politiquement motivée. D'autres, reconnaissant l'injustice légitime et ses implications pour les relations police-communauté, ont soutenu l'enquête et les changements qui en découleraient. Au milieu se tenaient beaucoup de ceux qui voulaient simplement que la controverse passe sans affecter leur travail quotidien ou leur perspective de carrière. Au Grand Panache, le licenciement de Moussa Traoré était devenu un autre point de friction dans la controverse grandissante. Bien qu'il soit sur la liste noire des sociétés de sécurité locales en raison de la pression de son ancien employeur, Moussa se retrouvait de plus en plus reconnu comme un lanceur d'alerte qui avait choisi l'éthique plutôt que l'avancement de carrière. Des organisations de défense des droits civiques lui ont offert des conférences. Et plusieurs universités l'ont invité à discuter de la prise de décision éthique avec des étudiants en justice pénale. Pourtant, il faisait face à d'importantes difficultés financières, ayant perdu son principal revenu avec peu de perspectives immédiates d'emploi comparables. Tandis que Moussa luttait, l'officier Marion Fournier faisait face à un autre type d'isolement. Ses collègues ne la harcelaient pas ouvertement. Ils faisaient simplement comme si elle n'existait pas. Personne ne s'asseyait avec elle dans la salle de pause. Les conversations s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce, et elle était exclue de la camaraderie décontractée qui rendait le difficile métier de policier supportable. Malgré ces conséquences douloureuses, Fournier a maintenu sa conviction d'avoir fait ce qui était juste. « Je suis devenue policière pour défendre la justice », a-t-elle dit à la capitaine Diallo lors d'un entretien de suivi. Si cela signifie tenir d'autres officiers pour responsables, alors cela fait aussi partie du travail. Alors que l'attention du public sur l'affaire s'intensifiait, les interviews médiatiques sont devenues une partie régulière de l'emploi du temps de Leïla. Elle a utilisé ces plateformes non pas pour se concentrer sur son expérience personnelle, mais pour éduquer les téléspectateurs sur les questions plus larges du profilage racial et des préjugés systémiques. Ce qui m'est arrivé arrive aux citoyens de couleur tous les jours, a-t-elle expliqué lors d'une émission matinale nationale. La seule différence est que ma plaque m'a donné des ressources et une crédibilité que de nombreuses victimes n'ont pas. Nous devons écouter ces voix aussi. Les dirigeants du Grand Panache, soucieux principalement de limiter leurs responsabilités et les dommages en termes de relations publiques, ont publié des excuses publiques soigneusement formulées qui reconnaissaient l'incident malheureux, sans admettre de faute spécifique. Ils ont annoncé une révision des pratiques de sécurité et une formation à la diversité pour le personnel, mais n'ont pris aucune mesure concrète concernant le personnel qui avait directement participé à la détention abusive de Leïla.
Pascal Laurent a reçu un blâme écrit mais a conservé son poste de chef de la sécurité. Cette réponse timide a généré des critiques supplémentaires de la part des leaders communautaires qui ont vu une gestion de crise d'entreprise plutôt qu'un changement significatif. Dans toute la ville, l'affaire avait relancé les conversations sur le profilage racial dans le commerce de détail. Les pratiques des forces de l'ordre et la responsabilité institutionnelle. Les réunions communautaires, les discussions dans les églises, les forums scolaires et les débats sur les réseaux sociaux ont maintenu les problèmes au premier plan de la conscience publique, créant un élan pour une réforme qui s'étendait au-delà du cas individuel de Leïla. Le commissaire divisionnaire Lemoine a tenté de limiter les dégâts en offrant un règlement privé à Leïla. Un règlement qui incluait une compensation financière substantielle mais exigeait un accord de confidentialité qui l'empêcherait de discuter publiquement de l'affaire. Pensez à votre carrière, Leïla, a-t-il suggéré lors d'une réunion arrangée par des intermédiaires. Cela pourrait traîner pendant des années, affectant vos opportunités d'avancement. Nous pouvons réparer cela financièrement sans nuire davantage à la réputation de l'institution. Leïla a refusé sans hésitation. Il ne s'agit pas d'argent. Lemoine, il s'agit de responsabilité et de changer un système qui m'a fait défaut. Mais qui fait défaut à des gens tous les jours. Je ne me tairai pas. Le conseil municipal, répondant à la pression publique croissante, a programmé des auditions spéciales sur les pratiques policières et le profilage racial. Le témoignage de Leïla, livré avec la perspective unique à la fois de victime et de chef de la police, a créé une forte impression sur les membres du conseil et le public. Nous demandons à nos officiers de prendre des décisions en une fraction de seconde dans des circonstances difficiles. A-t-elle reconnu, mais ces décisions ne peuvent pas être motivées par des préjugés. Nous avons besoin d'une meilleure formation, de politiques plus claires et d'une véritable responsabilité lorsque des erreurs sont commises. Son approche équilibrée, reconnaissant à la fois les défis du maintien de l'ordre et la nécessité absolue de la réforme, a résonné même auprès de ceux qui étaient initialement sceptiques quant à ses affirmations. Au fil des jours et des semaines, ce qui avait commencé comme un simple incident de profilage racial avait évolué en un mouvement pour un changement systémique. D'autres victimes des pratiques discriminatoires du brigadier Dubois se sont manifestées, leurs histoires créant un schéma accablant qui ne pouvait plus être rejeté comme des incidents isolés. L'affaire de Leïla est devenue un point de référence dans les débats nationaux sur la race et la police. Citée par les défenseurs de la réforme et les décideurs politiques comme preuve à la fois des problèmes et des solutions potentielles. Tout au long de cette conversation publique intense, Leïla a maintenu son engagement en faveur d'un changement constructif plutôt que de la rétribution. Je ne veux pas que la carrière du brigadier Dubois soit détruite, a-t-elle expliqué au lieutenant Anouar lors d'un rare moment de calme entre les réunions et les interviews. Je veux que lui et d'autres comme lui comprennent pourquoi leurs actions sont nuisibles et changent leur comportement. Si ce n'est pas possible, alors ils ne devraient pas être en position d'autorité. Mais le but est la transformation, pas la punition. Cette philosophie a façonné son approche de l'affaire en expansion, se concentrant sur les réformes institutionnelles, les améliorations de la formation et les systèmes de responsabilité plutôt que de simplement chercher le renvoi d'officiers individuels. C'était une perspective uniquement informée par sa double identité de femme de couleur ayant subi la discrimination de première main et de commissaire de police engagé dans les idéaux du service public. L'affaire qui avait commencé par une simple sortie shopping était devenue un tournant. Non seulement pour Leïla personnellement, mais pour la compréhension de toute une communauté de la justice, de la responsabilité et du travail continu de construction d'une société plus équitable. La question restait de savoir si cet élan pouvait être traduit en un changement durable, ou s'il s'estomperait comme de nombreux efforts de réforme précédents une fois que l'attention du public se serait inévitablement déplacée ailleurs. Le représentant du ministère de la Justice était assis, impassible, au premier rang de la salle du conseil municipal alors que l'audience publique entrait dans sa 3e heure. Ce qui avait commencé comme un incident local avait escaladé jusqu'à l'intérêt national après que des schémas de violation des droits civiques eurent émergé lors de l'enquête. La salle était remplie au-delà de sa capacité, avec des foules supplémentaires regardant sur des écrans dans des salles adjacentes et des milliers d'autres suivant les débats en ligne. Leïla Haddad s'est approchée du podium en grand uniforme, les barrettes dorées de commissaire sur ses épaules captant la lumière alors qu'elle arrangeait ses notes. La salle s'est tue en prévision de son témoignage. Mesdames et messieurs les élus, représentants du ministère et citoyens, a-t-elle commencé, sa voix stable et claire. Il y a 20 ans, j'ai prêté serment de protéger et de servir tous les citoyens de manière égale devant la loi. Je me suis efforcé chaque jour d'honorer ce serment, même lorsque le système que je servais n'a pas réussi à être à la hauteur de ses propres idéaux. Pendant les 30 minutes suivantes, Leïla a détaillé non seulement son expérience personnelle de profilage racial et d'arrestation abusive, mais l'a replacée dans le contexte de problèmes systémiques qui affectaient d'innombrables autres personnes sans ses ressources ou sa position. Elle a exposé des recommandations politiques spécifiques, allant de l'amélioration de la formation et des mesures de responsabilité aux mécanismes de contrôle citoyen et aux processus disciplinaires transparents.
Quand elle a terminé, la salle a éclaté en applaudissements nourris que le président du conseil n'a fait aucune tentative pour calmer. L'impact du témoignage de Leïla a été immédiat et de grande portée. Ce qui semblait politiquement impossible quelques semaines plus tôt a maintenant pris de l'ampleur alors que l'opinion publique a basculé de manière décisive en faveur de réformes significatives. Les preuves contre le brigadier Dubois et ses complices étaient devenues accablantes. Au-delà des images de sécurité de Moussa Traoré, qui montraient clairement l'achat légitime de Leïla et le moment suspect de l'alarme de sécurité. Plusieurs témoins s'étaient manifestés avec des récits d'incidents similaires. La caméra piéton du brigadier Dubois, malgré ses affirmations de dysfonctionnement, avait été récupérée avec des images partielles qui contredisaient directement son rapport officiel. Le plus accablant était des messages textes entre Dubois et Pascal Laurent, révélant un ciblage délibéré des clients de couleur au Grand Panache sur une période de plusieurs années. 2 semaines après l'audience, le contrôleur général Morin a annoncé la création d'une nouvelle division de la redevabilité communautaire visant à reconstruire la confiance entre les forces de l'ordre et les communautés marginalisées. La commissaire Leïla Haddad dirigera cette division en tant que nouvelle promue commissaire générale. A-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Son expérience unique et son engagement inébranlable envers la justice la rendent parfaitement apte à diriger cette initiative cruciale. La promotion représentait non seulement une réhabilitation personnelle pour Leïla, mais aussi une reconnaissance institutionnelle de la valeur de sa perspective. Avec une autorité élargie, elle pourrait mettre en œuvre de nombreuses réformes qu'elle avait préconisées tout au long de sa carrière. La transformation de l'institution s'est étendue au-delà d'une seule nouvelle division. Une formation obligatoire sur les préjugés implicites et les techniques de désescalade a été mise en place dans tous les commissariats. Les caméras piétons devaient rester activées lors de toutes les interactions avec les civils, avec des procédures disciplinaires automatiques pour les désactivations inexpliquées. Plus importante encore, un conseil de surveillance citoyen doté de réels pouvoirs d'enquête a été créé pour examiner les plaintes pour faute professionnelle, brisant le cycle de la police enquêtant sur elle-même. Au Grand Panache, les changements sont venus plus à contre-cœur, mais non moins significativement, sous la pression de l'examen public et de la responsabilité légale. Pascal Laurent a été licencié après que toute l'étendue de ses pratiques discriminatoires est devenue publique. Plus surprenant, le centre commercial a offert à Moussa Traoré non seulement sa réintégration, mais un poste au sein d'un comité consultatif sur l'équité nouvellement formé, chargé de réviser les protocoles de sécurité et la formation. Votre intégrité vous a coûté votre emploi, a reconnu le directeur des opérations du centre commercial lors de leur rencontre. Nous aurions dû reconnaître cette intégrité comme un atout, pas comme une menace. Moussa a accepté le poste, reconnaissant l'opportunité de créer un changement de l'intérieur d'une institution qu'il avait précédemment rejetée. Le système de sécurité défectueux qui avait mystérieusement ciblé les clients de couleur a finalement été remplacé. Et tout le personnel de sécurité a suivi une formation complète sur les préjugés inconscients et l'application équitable des règles. Pour l'officier Marion Fournier, la réhabilitation est venue sous des formes inattendues, bien que de nombreux collègues la traitent encore comme une paria. Un contingent croissant d'officiers, en particulier les plus jeunes et ceux issus de minorités, la recherchaient comme un mentor et un exemple. Le mur du silence qui avait semblé impénétrable a commencé à se fissurer alors que de plus en plus d'officiers reconnaissaient les dommages causés par la protection de la mauvaise conduite plutôt que par sa correction. Le contrôleur général Morin a officiellement reconnu le courage moral de Fournier avec une distinction honorifique, signalant que la culture était en train de changer, même si c'était progressivement, vers une plus grande responsabilité. L'affaire du brigadier Dubois s'est conclue par sa révocation de la police et des poursuites pénales pour violation des droits civiques. Faux en écriture publique et falsification de preuves. Plusieurs officiers qui avaient activement participé à la dissimulation ont reçu des suspensions ou des rétrogradations, tandis que le commissaire divisionnaire Lemoine a été contraint à une retraite anticipée. Le procureur, reconnaissant que le vent politique avait tourné, a poursuivi les affaires avec une vigueur sans précédent. Dans le tribunal de l'opinion publique, le témoignage le plus puissant est venu de Madame Giroux, la directrice du magasin qui avait initialement participé aux fausses accusations contre Leïla. Ayant démissionné du Grand Panache, elle a parlé franchement des pressions pour cibler les clients de couleur et de la culture d'entreprise qui valorisait la prévention des pertes plutôt que l'égalité de traitement. J'ai compromis mes valeurs par peur pour mon emploi, a-t-elle admis lors d'un forum communautaire sur la discrimination dans le commerce de détail. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité à laquelle de nombreux employés sont confrontés. Nous avons besoin de protection pour les travailleurs qui veulent faire ce qui est juste. Sa perspective a mis en évidence les systèmes complexes qui perpétuaient la discrimination au-delà des préjugés individuels, intégrant les pressions économiques et les priorités institutionnelles qui rendaient les choix éthiques inutilement difficiles. 6 mois après son arrestation abusive, Leïla était assise dans son nouveau bureau de commissaire général, examinant les candidatures pour le programme élargi de cadets de l'école de police, ciblant spécifiquement les communautés sous-représentées. Le mur derrière son bureau affichait non seulement ses nombreuses distinctions,
mais aussi des articles de presse encadrés sur les réformes que son affaire avait déclenchées. Un rappel quotidien à la fois de l'injustice et du progrès. Un coup à sa porte a interrompu son travail. Le lieutenant à noir est entré avec un petit paquet. « Livraison spéciale », a-t-il dit avec un sourire. « Ils ont enfin libéré les derniers scellés de votre affaire. » Leïla a ouvert le paquet pour trouver le portefeuille de créateur qu'elle avait acheté pour l'anniversaire d'Inès. Toujours dans son sac d'origine avec le ticket de caisse attaché. Une si petite chose pour avoir déclenché des changements si importants. Mieux vaut tard que jamais. A-t-elle remarqué, le glissant dans sa mallette pour le donner enfin à sa fille. Le lendemain matin, Leïla est retournée au Grand Panache pour la première fois depuis son arrestation. Cette fois, elle portait son grand uniforme avec les nouveaux insignes de commissaire général. Bien visible, alors qu'elle franchissait la même entrée où son cauchemar avait commencé. Les clients et le personnel l'ont reconnue grâce à la couverture médiatique étendue. Certains ont hoché la tête avec respect. D'autres ont regardé avec curiosité. Mais aucun agent de sécurité n'a suivi ses mouvements avec des yeux suspicieux. Au rayon maroquinerie de luxe, elle a choisi un petit cadeau pour le lieutenant à noir pour le remercier de son soutien indéfectible tout au long de l'épreuve. Le même comptoir où elle avait été accusée de vol à l'étalage affichait désormais une pancarte bien en vue indiquant l'engagement du magasin à servir tous les clients avec dignité et respect. La jeune caissière a souri en traitant l'achat de Leïla. Pas de pièces d'identité supplémentaires requises. Pas de regards suspicieux échangés. Alors que Leïla sortait par les portiques de sécurité, qui sont restés silencieux comme il se doit, elle a ressenti l'importance symbolique de cette petite victoire. Le système n'avait pas été complètement réparé. La discrimination n'avait pas été éliminée. Et la vigilance serait toujours nécessaire. Mais un changement significatif avait commencé. Et l'expérience douloureuse qui aurait pu briser son esprit était plutôt devenue un catalyseur de transformation. Dehors, sous le soleil éclatant, Leïla s'est arrêtée pour observer les divers clients entrant et sortant du centre commercial. Chacun avec ses propres histoires, ses vulnérabilités et sa dignité. Le travail de la justice n'était jamais vraiment terminé. Mais aujourd'hui représentait un progrès qui valait la peine d'être reconnu. Un pas vers la société plus équitable qu'elle avait toujours travaillé à construire. Que pensez-vous de cette résolution de l'histoire de la commissaire Haddad ? A-t-elle changé votre perspective sur la manière dont nous pourrions aborder les questions de profilage racial et d'injustice systémique ? Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez liker, vous abonner et la partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de voir comment le courage individuel peut déclencher un changement collectif. Merci d'avoir suivi le parcours de la commissaire Haddad de l'injustice à la transformation. Et souvenez-vous que dans nos propres vies, nous avons tous des opportunités de défendre ce qui est juste. Même lorsque c'est difficile, jusqu'à la prochaine fois, puissions-nous tous trouver le courage d'être des agents de changement positif dans nos communautés. L'histoire de la commissaire Leïla Haddad nous enseigne que le changement systémique exige à la fois courage et persévérance. Face à la discrimination, même ceux qui ont le pouvoir et l'autorité peuvent devenir victimes de préjugés enracinés. Ce qui a rendu le cas de Leïla extraordinaire, ce n'est pas seulement l'injustice qu'elle a subie, mais sa détermination à transformer une humiliation personnelle en une réforme institutionnelle. L'histoire met en évidence plusieurs leçons essentielles. Premièrement, le profilage racial affecte les gens quel que soit leur statut ou leur réalisation. Deuxièmement, les systèmes résistent naturellement au changement et se protègent eux-mêmes, souvent au détriment de la vérité et de la justice. Troisièmement, une transformation significative nécessite à la fois des champions internes et une pression externe travaillant de concert. Peut-être plus importante encore, cette affaire démontre le pouvoir des preuves et de la documentation dans la lutte contre l'injustice. Sans Moussa Traoré préservant les images de sécurité, l'officier Fournier documentant les violations, et le lieutenant à noir rassemblant les dossiers de service, l'expérience de Leïla aurait pu être rejetée comme une autre plainte non étayée. Nous avons également appris que la vraie justice ne consiste pas en une punition, mais en une transformation. Leïla a cherché non seulement la responsabilité pour les actions individuelles, mais aussi des changements structurels pour prévenir de futurs incidents. Son objectif est resté l'amélioration du système plutôt que la recherche de vengeance. Enfin, cette histoire nous rappelle que le silence permet l'injustice. Que ce soit Moussa risquant son emploi, l'officier Fournier faisant face à l'ostracisme, ou Chloé disant la vérité malgré les avertissements de sa mère. Le changement positif dépend des individus prêts à défendre ce qui est juste, même lorsque cela leur coûte personnellement. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice en vous demandant si le fait de parler ferait une différence ? L'histoire de la commissaire Haddad montre comment une seule voix, soutenue par la vérité et le courage, peut transformer des systèmes entiers. Qu'auriez-vous fait si vous étiez l'officier Fournier ou Moussa Traoré ? Auriez-vous risqué votre carrière pour défendre ce qui est juste ? Si cette histoire de résilience face au profilage racial vous a touché, veuillez prendre un moment pour liker cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires vraies puissantes qui dénoncent l'injustice et célèbrent ceux qui luttent pour le changement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la réalité de la discrimination raciale aujourd'hui.
même pour ceux que nous pourrions supposer protégés par leur position ou leur statut. Vos commentaires aident à construire une communauté dédiée au changement positif. Parlez-nous d'expériences similaires dont vous avez été témoin ou comment cette histoire a changé votre perspective. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de vérité et de transformation. Rappelez-vous, la justice exige plus que de bonnes intentions. Elle exige des actions courageuses de la part de gens ordinaires prêts à se lever quand cela compte le plus. Jusqu'à la prochaine fois, restez vigilants, restez compatissants, et ne cessez jamais de croire que le changement est possible.